voudrais donner quelques... Je suis content qu'on ait eu le loisir d'entendre un peu en détail les résultats de cette enquête qualitative. Il nous manque un petit peu l'analyse de la partie anglophone des entretiens pour pouvoir réfléchir un peu sur les comparaisons interculturelles, qui sont un domaine qui nous intéresse particulièrement, notamment Estelle et moi, puisqu'on a pas mal travaillé là-dessus. Et c'est un peu dans ce contexte-là que je voudrais faire les quelques remarques que j'aurai le temps de faire. Voilà, je me suis dit en écoutant Estelle, pardon, je me suis dit, mais vous en faites pas, je ne vais pas tout passer. Je me suis dit en écoutant Estelle que finalement, ça m'a rappelé ce bouquin qui a eu un succès considérable aux États-Unis il y a quelques années et en Angleterre, qui est écrit par une Française établie là-bas, qui vend du champagne là-bas d'ailleurs. Et ce bouquin s'appelle French Women Don't Get Fat. Les Françaises ne grossissent pas. Alors, c'est quand même une affaire intéressante, ça, parce que si nous regardons un certain nombre de données, disons, de prévalence, de distribution des catégories de poids selon l'indice de masse corporelle, par exemple, ça, c'est le travail de Thibaut de Saint-Paul, à partir d'un échantillon tiré de données européennes, ce qu'on voit, c'est que la France se caractérise par quelque chose que nous avons déjà soulevé à différentes reprises et qui est en fait l'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes intéressés aux comparaisons interculturelles sur le rapport à l'alimentation, est le fait que les Français, en général, présentent moins de surpoids et moins d'obésité en proportion que leurs voisins européens et que la plupart des pays développés, à l'exception du Japon, qui est le record du monde en ce moment de la minceur ou de la lenteur de la progression de l'obésité. C'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Mais il y a une caractéristique que vous voyez peut-être mal sur le graphique, c'est celle-là, ici. D'accord. Je ne parle pas assez dans le micro ou il faut que j'en essaye un autre? C'est quand tu tournes. Ah, c'est quand je me tourne, oui, bah, c'est tout. D'accord. Alors, la caractéristique, dis-je, c'est ça. C'est le sous-poids. Hein, c'est-à-dire un indice de masse corporelle égal ou inférieur à 18,5. Et il se trouve qu'en France, on a assez nettement plus grande prévalence de ce sous-poids, et c'est à 80 ou 90%, il s'agit de femmes. Donc, en effet, French women don't get fat, apparemment. Alors, ce ne sont pas toutes des anorexiques, je suppose. Les Français en général sont-ils, les Françaises en particulier, plus ou moins anorexiques, etc. Comment est-ce qu'on peut réfléchir à cette question-là? Et il me semble que la façon de réfléchir, c'est de regarder les contraintes ou les déterminants, comme vous préférez, les encadrements, les contrôles, les régulations du comportement alimentaire, de la prise alimentaire, d'origine externe, environnementale, et qui sont, à mon avis, beaucoup plus nombreuses qu'on ne l'a présupposé pendant longtemps, en tout cas dans le monde médical. Le monde médical part d'un implicite, un présupposé implicite, c'est l'individu qui régule et maîtrise sa prise alimentaire. Mais je fais remarquer que l'une des caractéristiques essentielles de l'espèce humaine, c'est qu'elle mange socialement. Et non seulement elle mange socialement, mais elle est organisée socialement en fonction, pour une grande part, de son alimentation, c'est-à-dire de la collecte, la chasse, la cueillette, etc., et la distribution des aliments, des ressources alimentaires, et leur consommation collective selon des règles implicites ou explicites, sociales, de hiérarchie, de prééminence, etc. Puis, bon, on se rend bien compte qu'il y a une dimension fondamentalement sociale et politique dans tout ça, même puisque, après tout, faisons un peu d'étymologie. Mes amis américains me font toujours remarquer que c'est un sport spécialement français de commencer par réfléchir sur les mots, leur étymologie, etc. Alors, je fais ce sport-là. Si vous prenez le vocabulaire politique, ce sont des historiens de l'Antiquité qui le font remarquer. Prince,
ça vient de princeps, et princeps, c'est primus capere, c'est le premier servi. Et c'est ce qu'on utilise comme terme à Rome, après la Grèce, mais enfin en latin, n'est-ce pas? À Rome, c'est au cours du banquet sacrificiel qui suit le sacrifice de l'animal, les citoyens qui participent, et les citoyens exclusivement qui participent au banquet sacrificiel, reçoivent, selon leur mérite, meritum, c'est-à-dire selon leur rang dans la cité, et le premier servi, ben voilà, c'est princeps. Donc le fait que manger n'a jamais été, ou très peu été, un acte purement libre, individuel, autonome, etc., n'a pas été reconnu. Il n'a même pas été accentué, on n'a même pas insisté sur ce fait du côté des sciences sociales suffisamment. C'est quand même très très important. Et donc je pense que c'est dans ce contexte-là qu'il faut placer aussi la problématique des anamias et se demander dans quelle mesure l'écosystème socioculturel contribue ou ne contribue pas à favoriser ou à faciliter ou à déterminer l'apparition des troubles, de cette difficulté fondamentale d'être qui est reflétée par anamia. Et ce n'est pas seulement un problème d'aliments, c'est même peut-être pas essentiellement un problème d'aliments, puisqu'il s'agit essentiellement d'une absence d'aliments, c'est un problème avec les aliments, mais c'est aussi un problème d'ordre social. C'est-à-dire un problème non seulement de sociabilité, mais de socialité, qui peut être compensé ou partiellement compensé par la socialité. Alors si Adam me donne encore 2 minutes, ou 3, j'illustre, et je dis que la réponse est très complexe. La réponse est complexe, pourquoi ? Parce que finalement, ça paraît contradictoire. Si vous regardez ce qui caractérise le rapport français à l'alimentation, vous voyez que nous mangeons de manière commensale. Ça, c'est tiré des enquêtes emploi du temps des individus par Thibaut de Saint-Paul, de l'INSEE, et ça vous dit qu'en gros, à 13 heures, la moitié des Français sont en train de manger. N'importe quel jour de la semaine, à 13 heures, 48% des Français sont en train de manger. Non, c'est pas le même. Celui-là, c'est 2012, et midi et demi, c'était celui d'avant. Il y a 51% à midi et demi, c'est le pic. Mais si vous prenez 13 heures, voilà, la moitié des Français mangent. En 86, c'était un petit peu plus, mais enfin, la différence est minime. Ça n'a pas beaucoup bougé. Vous voyez que le soir, ça s'est légèrement déplacé dans le temps. On mange un peu plus tard, etc. Bon. Maintenant, vous voyez la ligne rouge. Ça, ce sont les prises alimentaires enregistrés dans des carnets d'emploi du temps par des milliers et des milliers de personnes pendant 1 ou 2 jours de leur vie, tous les quarts d'heure à peu près. Et cette ligne rouge, ce sont les Américains. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'il y a moins de prises alimentaires au total, et puis tout ça, c'est un peu écrasé, c'est-à-dire que ça se distribue tout au long de la journée, et donc il n'y a pas ces pointes des repas pris. Et les repas, si on mange en même temps, il est quand même assez probable qu'on mange aussi ensemble, dans un certain nombre de cas. Pas forcément, mais enfin, c'est une... Bon. Alors, si vous regardez, ça, on a obtenu ça en comparant très spécifiquement des femmes. Alors voilà, 800 femmes à Columbus, Ohio, et 800 femmes à Rennes. C'était dans le cadre d'une enquête qui n'était pas sur l'alimentation, mais qui était sur l'emploi du temps de la veille et l'expérience affective des différents épisodes de la journée. Alors, pour l'instant, vous voyez qu'il y a exactement le même pic. Ce sont des prises alimentaires, ça. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a le même pic. Le bleu, c'est des femmes de Rennes, 800 femmes, échantillon aléatoire, 3 pics très marqués. Les rouges, ce sont que les femmes de Columbus, Ohio, 3 pics beaucoup moins marqués, beaucoup moins au total, écrasés, etc. Et ce qui est important de savoir, c'est que dans l'échantillon de Columbus, il y a 35% d'obèses. Dans l'échantillon de Rennes, il y en a 7 et quelques pourcents. Et donc je vous laisse à considérer ce que ça implique comme problématique, c'est-à-dire qu'elles rapportent moins d'épisodes alimentaires et elles sont plus obèses. En d'autres termes, il semble qu'il y a un rapport. Quelqu'un me posait ce matin la question de savoir pourquoi l'obésité n'était pas traitée en même temps que les troubles du comportement alimentaire. L'obésité, ce n'est pas un comportement. C'est un état pathogène ou pathologique, mais ça n'est pas un comportement. Et on suppose un comportement sous-jacent qu'on rapporte souvent à la boulimie, mais les boulimiques sont la plupart du temps normopondérales. Donc c'est pas... Bon. Mais néanmoins, il y a un rapport avec l'écosystème culturel, l'environnement général, manifestement, parce que dans ce schéma-là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gens qui ne font pas des repas à heure fixe, qui n'ont pas de contraintes sociales sur leur prise alimentaire, qui ont des prises alimentaires probablement autonomes, individuelles, comme ça, ad libitum, et qui, interrogés le lendemain, ne sont pas en mesure de se les remémorer.
C'est probablement ça qui se passe, il faut bien l'admettre. Alors, ce que ça veut dire, c'est que une autre dimension très importante dans la même enquête, les Françaises, est-ce qu'elles font autre chose quand elles mangent, et les Américaines? Alors, les Américaines, elles font beaucoup d'autres choses quand elles mangent. Vous voyez qu'elles font en moyenne 1,81 activités en mangeant, tandis que les Françaises, c'est 1,1. C'est-à-dire qu'en fait, que quand on mange, on mange. On ne fait pas autre chose. Mais dans l'échantillon américain, on peut faire le ménage, conduire, faire les courses, s'occuper des enfants, etc., etc., même se coiffer ou se maquiller. Il y a une sorte de dilution de l'alimentation dans l'ensemble des activités quotidiennes, tandis que dans le contexte français, c'est une activité sui generis, située dans l'espace, dans le temps et dans la dimension sociale. Donc il y a du contrôle. Mais alors, me direz-vous, les Françaises sont plus contrôlées, les Américaines sont moins contrôlées, donc elles sont plus obèses. Y aurait-il moins de troubles du comportement alimentaire? Nous n'en savons rien. Nous n'en savons absolument rien. Mais ce que nous pouvons supputer, là je suis dans la spéculation, c'est qu'il est plus facile, si j'ose dire, d'être anorexique dans le contexte français et de maîtriser son comportement alimentaire, parce que l'environnement régulé socialement ne pose qu'un seul problème, c'est celui qu'a rapporté Estelle, celui de la commensalité, c'est-à-dire les repas. On est obligé de manger pendant les repas. On peut s'abstenir de manger en dehors des repas parce que c'est pas aussi facile qu'aux États-Unis de manger en dehors des repas. Allez donc chercher quelque chose à manger dans une petite ville de province après 2 heures de l'après-midi. C'est pas aussi évident. Évidemment, on peut avoir des stocks. Donc, la question, c'est qu'est-ce que je fais dans la situation commensale? Et là, Estelle nous a rapporté ce que les interviewés déployaient comme stratégie. On peut y arriver. On peut arriver à se maîtriser, contrôler, mais il s'agit de tromper son monde. Aux États-Unis, j'ai l'impression que le ad libitum, le fait que le modèle alimentaire n'est pas du tout normé comme chez nous, je passe là-dessus, c'est assez frappant ça. Voilà un personnage français qui mange seul dans un restaurant, une chaîne de restaurants parisienne. Vous voyez que certes, il a un écran, un casque, et il a un convive avec lui qui est un ordinateur, mais son repas est singulièrement structuré. Il a mangé son entrée, son plat, il en est à la salade, il a sa corbeille de pain, il a son verre de vin. Il y a toutes les caractéristiques d'un repas structuré à la française avec les 3 étapes. C'est pas la même chose que ça. Conduire et manger, ou manger dans la voiture. Et il y a des enquêtes qui montrent, y compris la nôtre, que conduire en mangeant, c'est beaucoup plus répandu aux États-Unis qu'ici. Bon, donc le côté ad libitum peut probablement, mais encore une fois, il faut faire plus de recherches, nous conduire à nous demander si les 2 aspects ne sont pas favorisés dans un contexte beaucoup plus lâche, si j'ose dire, c'est-à-dire où on peut finalement, en s'appuyant sur l'idéologie ambiante et les représentations du manger, considérer que manger est un acte purement individuel, qui ne relève que de soi-même, et dont on est l'unique et l'unique responsable. Et c'est bien ce qu'on avait trouvé dans l'enquête au chat avec Estelle et tout le groupe, c'est que c'était cette représentation qui dominait aux États-Unis et qu'elle était beaucoup moins répandue en France, où on pensait l'alimentation de manière communielle, communautaire, sinon communielle. Voilà. Bon, très bien.